Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, chers confrères. Oui, c'est un immense plaisir de vous écouter. Grandement partagé, chers confrères. Vous avez une certaine éloquence et vous présentez avec beaucoup de conviction vos idées et c'est très appréciable. Ça prouve quand même qu'il y a quelque chose de positif, il y a une volonté de ne pas nuire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et que c'est dans l'intérêt de l'Afrique, on va dire, du Cameroun, que vous menez votre combat. Mais j'ai pris la peine d'écouter tous les intervenants. J'ai failli dire à Audrey que je me demandais si l'audio avait commencé au départ avec Joseph Benboum. Joseph Benboum. Mais j'ai trouvé les échanges assez enrichissants. J'aimerais qu'on parle de médecine parce que j'ai eu l'impression tout au long de l'échange qu'on nous a plus servi un débat géopolitique, idéologique, et puis finalement, on n'a vraiment pas touché du doigt. On savait que vous êtes là. On ne pouvait pas parler de médecine alors qu'il y a un médecin bien installé. Oui. Je tenais encore à rappeler que Dr Pandé est tout aussi médecin que moi, voire plus. Donc, alors, je voudrais qu'on remette les bases à plat. La médecine telle que nous l'avons appris, puisque nous sommes issus de cette médecine dite moderne, encore que le terme est hautement discutable. J'ai jamais aimé l'opposition médecine traditionnelle, entre guillemets, et médecine... En tout cas, vous êtes sorti de faculté de médecine. Voilà. Donc, la médecine est basée sur un canevas. C'est une méthodologie, c'est une approche, c'est une pratique qui est bien codifiée, où on a, pour ce faire, on a besoin de connaissances sur l'anatomie, sur la physiologie, sur le traitement, sur la prophylaxie, comme vous l'avez évoqué. Mais j'ai l'impression que dans tout votre discours, on est plus dans une approche prophylactique et pourtant, il existe des situations d'urgence, il existe des situations réelles où on a besoin vraiment de voir le médecin en action, et pas seulement dans une position, somme toute louable, de prévention. Dites-moi, quelles sont les bases médicales de votre, j'allais dire, de la camitologie que vous prenez? Quelles sont les bases médicales de la camitologie qui vous permettent d'appliquer de façon sécure la médecine sur des patients et d'obtenir des résultats probants? Dites-moi. Ouais, je vous remercie beaucoup, chers confrères, et j'ai été ravi de savoir que M. Tonguet vous a invité pour, comme on dit, croiser le duel entre nous, mais parce que en matière de confraternité, on ne se cogne pas là-dessus. Bon, ça c'est le langage des journalistes, on se comprend. C'est un problème sémantique. Chez nous aussi, d'ailleurs. Voilà, je comprends bon, bien. en principe, il y a quelques dégaleuses et surtout selon qui insultent les confrères publics. Voilà, donc j'ai aussi beaucoup apprécié vos activités, parce que je suis sur Facebook avec vous. SOS Santé, et je suis sur Facebook avec le nom Djeoutissa Ouziré. Donc vous avez certainement... Nous prendrons le temps. Voilà, donc je suis sur Facebook avec Djeoutissa Ouziré. Donc il n'y a pas ma photo. Donc j'ai beaucoup apprécié, n'est-ce pas, vos activités au Cameroun concernant cette carte de santé que vous avez mis sur pied pour permettre aux gens de consulter des spécialistes dans tous les domaines. Donc je trouve que c'est vraiment très courageux pour vous. Parce que dans un environnement comme ça, il est très compliqué pour les jeunes médecins comme vous de trouver un peu de chemin, parce que j'ai travaillé à l'hôpital à Kintini. Quand je suis venu à Madagascar, ça n'a pas été facile. Les aînés, ils ne laissaient pas la place aux jeunes comme ça. Donc du coup, pour se frayer un chemin, ce n'était pas évident. Donc maintenant, pour ce qui concerne, vous avez aussi dit que le Covid, n'est-ce pas, tout ce qu'on a eu comme discussion, c'était des éléments géopolitiques et tout, c'était pas sur des bases scientifiques. D'abord, je vous dis que Covid, c'est une affaire d'abord avant tout politique, chers confrères. Vous comprenez, hein, n'est-ce pas? Covid est rentré dans le champ politique. Parce que ce sont les politiciens qui décident si oui ou non. Aujourd'hui, en Israël, on dit que tous les patients doivent obligatoirement être vaccinés. Il y a encore ce qu'ils appellent la carte internationale pour les voyageurs. On dit qu'ils sont en train d'avancer dans la vue selon laquelle toutes les personnes qui vont prendre les avions désormais doivent être vaccinées. Aujourd'hui,
dans les centres hospitaliers à Montréal, on est en train de dire que le personnel médical qui a refusé la vaccination ne va pas travailler dans certaines unités. D'accord, docteur, excusez-moi de vous interrompre. Non, je suis en train d'avancer vers votre question. Sauf qu'on a très peu de temps. Oui, mais il y avait deux volets dans votre question. Je suis en train de venir. J'allais dans votre volet. Donc, ce que vous êtes en train de... Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les politiciens prennent des décisions, vous êtes d'accord avec moi, chers confrères, que chacun a droit au respect de la vie privée. Vous ne pouvez pas, du point de vue déontologique, obliger un patient à se soumettre à une thérapie, sauf si peut-être c'est une urgence où la vie du patient est menacée. Peut-être une femme qui est en travail et qu'il faut absolument intervenir pour sauver le bébé. Mais dites-moi, docteur, non, c'est important ce que je vais vous demander, c'est important. Est-ce que vous êtes récemment entré au Cameroun, est-ce que vous avez pu franchir la frontière sans un vaccin de la fièvre jaune? La fièvre jaune. La fièvre jaune. Non, ils demandent ça. Voilà, vous êtes soumis à cette règle. Bien entendu, ils exigent ça. Donc, et vous pensez que c'est une violation de... Ce que je veux dire, non, pas qu'ils exigent, c'est pas une exigence. On demande de présenter ce test, de présenter ce vaccin. Oui. C'est pas obligatoire. Si. Non. À l'entrée au Cameroun. Non, mais moi, ce que je sais, c'est que je l'avais fait depuis un certain... Oui, ça court sur 5 ans. Oui, voilà, ça court sur 5 ans. Mais je n'ai pas souvenir que c'est une obligation. Même si je vous confirme. Même si c'était une obligation. Ce que je veux dire, même si c'était une obligation. Mais ce que je veux dire, il appartient du point de chaque patient doit pouvoir décider, n'est-ce pas, de ce qu'il doit faire de son corps. Alors donc, quand on dit ça, c'est une atteinte, il faut bien le dire, que Covid, on est en train de se servir de Covid pour procéder à une atteinte des libertés individuelles. C'est ce que je veux dire. Bien, maintenant, chers confrères, quand vous avez parlé de ce que vous avez eu l'impression qu'on parlait uniquement de domaine de la géopolitique. Allons-y au niveau de la science. Je viens de signaler tout à l'heure à M. Boum, M. Benboum, s'il vous plaît, tous les vaccins dont on est en train de parler, chers confrères, si vous avez souvenance que ce vaccin sont passés par le circuit d'un essai préclinique, vous me dites, parce qu'il faut sécuriser la molécule. Attendez, s'il vous plaît, je vais vous répondre. Attendez, on continue. Oui, allez-y. Parce qu'aucun de ces vaccins, ce sont des vaccins qui ont été faits à la va-vite. Aucun vaccin n'a été sécurisé, n'est-ce pas, sur les animaux. Il n'y a pas d'études précliniques. Mais c'est ça qui permet des confinements. Excusez-moi de vous interrompre. À Israël, oui, donc. Pour en venir à la question. Oui. Vous êtes ici en tant que médecin camitologue. D'accord. Mais alors, médicalement parlant, qu'est-ce que la camitologie, qu'est-ce que l'idéologie que vous prenez apporte concrètement sur le plan médical à notre pays, par exemple? La première des choses que je suis en train de dire, retournons à nos bases. Retournez à nos bases, que je vous dis, tout le monde doit être mis sous artisan d'Artémisia. Attendez, c'est une solution... Excusez-moi d'insister un tout petit peu. Je voudrais bien repréciser ma question. D'accord. Nous sommes ici, nous avons étudié la médecine, une médecine qu'on a qualifiée de moderne, mais là vous êtes là en tant que camitologue qui présente une espèce de solution révolutionnaire, ou plutôt une solution qui était déjà connue, mais que nous devons reprendre en considération. Excellent. Mais alors, maintenant, concrètement, en tant que médecin, camitologue pratiquant, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, qu'est-ce que vous apportez concrètement sur le plan médical à la science au Cameroun en particulier, à votre pays. Sur le plan médical. Sur le plan médical. Je ne veux pas qu'on vous donne dans ici cette campagne des bases scientifiques solides oui. pour vous donner les risques de la vaccination et les avantages de la vaccination pour que chacun puisse prendre une décision éclairée sur les données scientifiques probables que j'ai sur la main pour prendre une décision. Ce n'est pas une spécificité de la camitologie, ce livre. Vous me rassurez. Non, je suis en train pas un livre sur la camitologie. Je suis en train d'avancer sur votre question. Les bases scientifiques, donc nous avons encore seulement 10 minutes. Nous sommes ici dans les bases scientifiques. Ensuite, je vous ai présenté ici le cuivre colloïdal. En base camitologique, le cuivre est un métal d'une importance capitale depuis la médecine de nos ancêtres. Je le ressuscite. Et d'ailleurs très bien utilisé en micronutrition actuellement. Pardon? Le cuivre est très bien utilisé en micronutrition et ses usages sont bien codifiés actuellement. Très bien. Et en tant que camite, je vous dis, ça c'est la médecine de nos ancêtres que vous êtes en train d'appliquer là. Parce que c'est nous, nos ancêtres, qui ont été prévenus. Quand vous allez dans les papyrus médicaux égyptiens, vous avez le cuivre et l'argent colloïdal, qui sont les plus premiers antibiotiques, les plus puissants qui existent. Finalement, le discours que vous nous servez, c'est quoi? C'est de dire, à bas la médecine moderne, vive la médecine camite? Justement, non.
Ici, vous avez ici la médecine des pharaons. Votre discours est un peu flou. Excusez-moi, ce n'est pas flou. Je vais vous répondre, cher confrère. C'est flou pour le médecin, c'est davantage pour nous. Vous parlez du cuivre colloïdal, vous parlez de l'utilisation de la médecine pharaonique et tout ça. Je vous certifie actuellement que les travaux sur l'usage thérapeutique du cuivre et de tous ces oligo-éléments tels que le zinc qu'on a cité tout à l'heure sont actuellement bien connus. Alors, qu'est-ce que la camitologie va vraiment nous apporter? Et de plus, je préfère embrayer là-dessus, vu qu'on met assez de temps sur la question. Finalement, moi, je retiens que, en tant que camitologue, on va plus aller en travail de dénonciation, de mise en éveil, ou plutôt de diabolisation de la médecine. Je ne sais pas, c'est un sentiment que j'ai. Je préfère qu'on évolue sur la question. Ce que je veux dire, permettez-moi, docteur. Oui. Je pense que la médecine a beaucoup évolué au fil du temps. Lorsqu'on parcourt d'ailleurs l'histoire de la médecine, pour ceux qui s'y intéressent un peu, j'ai eu le plaisir de parcourir certains livres, on peut constater quand même que la pratique de la médecine, telle qu'elle était faite au 2e ou 3e millénaire avant Jésus-Christ, a changé, mais dans les fondements, on a presque gardé le principe, à savoir éprouver un traitement, voir les conséquences, étudier la maladie, c'est-à-dire la méthodologie médicale est tout à fait bien connue. On va vers un examen clinique basé sur des connaissances sur l'anatomie, la physiologie, la physiopathologie, la biochimie et autres. On va vers un examen clinique, on identifie le symptôme, on les regroupe en syndrome, voire en maladie bien identifiable. On va vers le traitement qu'on éprouve sur une population d'études bien délimitée. On est là dans l'épidémiologie et la biostatistique. On évalue la réponse de chaque traitement, de chaque médicament sur la population et on génère des recommandations ou plutôt des codes, une codification dans le traitement. Alors, je suis un peu gêné dans ma position de médecin tout petit que je suis dans la médecine moderne de voir qu'on nous parle ici qu'on nous ressort une solution miracle qu'on aurait oubliée. Pourtant, on est bien dans une évolution dynamique de la médecine depuis l'Égypte ancienne et même Babylone. N'oubliez pas, le premier livre, le plus complet d'ailleurs de la culture babylonienne, est intitulé le Manuel du diagnostic. Ça veut dire tout à fait que la place de la méthodologie dans l'identification de la maladie, dans la codification du traitement, dans la pharmacovigilance, on en reparlera certainement, trouve toute son importance. Donc, il n'y a pas, je peux, au regard de ce qui a été dit ici, je peux aisément dire qu'on est plus dans une campagne, je peux me tromper, vous me direz, dans une campagne de diabolisation de la médecine moderne ou de lutte contre le néocolonialisme, ce qui est tout en votre honneur, ça c'est un autre débat, mais on n'est pas vraiment sur le plan médical, dans la science pure, dans l'expérimentation, dans ce qu'on a appelé evidence-based aujourd'hui. Parce que la médecine intuitive telle qu'elle était pratiquée au temps des Égyptiens, et finalement tous ont fait un peu d'études, ont pu éprouver leur pratique. La médecine intuitive a donné la place à la médecine, à ce qu'on appelle evidence-based medicine. Mais ce que vous nous présentez, c'est beaucoup plus de la diabolisation des données sur les effets indésirables du Covid-19, vu que c'est l'actualité. Vous nous avez sorti la quantité d'effets indésirables, les patients qui ont souffert d'effets indésirables, sans nous dire ce qui est la quantité, le nombre de personnes vaccinées. Je vais vous dire, la population, la proportion de personnes sujettes aux effets indésirables à l'issue de la vaccination à ce jour n'atteint guère 0,1%. On peut quand même se dire que c'est un chiffre remarquable. Et d'ailleurs, il y a des études récentes qui ont pu montrer que la vaccination contre le coronavirus, je ne fais pas l'apologie de la vaccination, c'est un autre débat. Vous êtes là comme scientifique. Voilà, a montré une efficacité proche de 90-95% pour certains vaccins. Alors, Dr Pandé nous dit que les vaccins, c'est de la fumisterie. Il faudrait quand même qu'il nous sorte des données factuelles qui permettent de mettre à jour tous ces confrères. Non, mais puisque on vous donnez-nous des éléments. Je serais heureux de l'avoir d'ailleurs. Chers confrères, je dois vous signaler un élément fondamental. Est-ce que vous avez entendu parler du rapport d'Abraham Flexner de 1910 ? Le rapport d'Abraham Flexner de 1910. Il a été diligenté par les Rockefeller.
Et le rapport d'Abraham Flexner en 1910 a permis une restructuration de la médecine au Canada et aux États-Unis. Et il par ricochet dans tout le monde entier. À ce moment-là, les industries pharmaceutiques sont entrées à la bourse. Elles ont été cotées à la bourse. Il faut déjà nous dire ce que disait le rapport de façon subliminale. Je suis en train d'expliquer, oui. monsieur Tonga. Non, vous indiquez les effets. Oui, mais on veut de façon subliminale le rapport. On a l'impression qu'on est toujours dans la présentation des faits négatifs et puis finalement on n'est pas vraiment mais dans... nous parlons de science, je suis en train de parler de science. Je suis en train de vous les démontrer que ce que vous êtes en train de démontrer, la formation de médecins a été biaisée à la base. C'est ce que je vous fais comprendre, chers confrères. Moi aussi je croyais comme vous, hein. Je récitais tout ce que vous récitez là. Jusqu'à ce que je tombe sur le rapport d'Abraham Flexner. Jusqu'à ce que je tombe sur... Qui disait quoi, docteur? Le rapport d'Abraham Flexner a été diligenté, comme je vous l'ai dit, par les Rockefeller. Qu'est-ce qu'il disait ce rapport? Alors, il se trouve que ce rapport a demandé la restructuration du système de santé, c'est-à-dire que moins de temps auprès du malade, plus de temps dans la recherche, c'est-à-dire la recherche de quoi? Des nouvelles entités chimiques. C'est-à-dire toutes ces entités chimiques qui sont recherchées sont faites par les compagnies pharmaceutiques. Et une partie de la recherche est financée, s'il vous plaît, docteur. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas assez de temps. Cher confrère Ombolo, je suis prêt à verser ce document avec d'autres documents dans un débat scientifique contradictoire. Que ce soit devant l'ordre des médecins ou partout où besoin sera. Je ne suis pas le seul. Nous sommes un groupe de scientifiques et nous pouvons apporter la dangerosité de tout ce que vous êtes en train de dire de la médecine dite occidentale et tout. Nous ne demandons qu'à être convaincus. S'il vous plaît, que faites-vous des avancées de la médecine moderne? Chers confrères, je suis en train de dire la chose suivante. Nous n'avons pas assez de temps. Mais je suis en train de vous dire, vous avez ce bouquin dans le chapitre 3, intitulé La question de vaccin. Regardez le documentaire Silence, on vaccine. Regardez encore le documentaire sur plusieurs documents que j'ai mis ici dedans. Ce sont les documents qui ont été réalisés par des scientifiques et des médecins de référence, que ce soit aux États-Unis, au Canada et partout dans le monde entier, et une association de la Ligue de défense contre les vaccinations et des parents. Je sors du Canada. Plus de 50 000 personnes ont manifesté en pleine Covid en juin dernier, dans les rues de Montréal, pour dire que non à la vaccination. Nous avons des médecins à l'Institut de cardiologie. Je veux bien, mais vous nous donnez des faits. Docteur, vous allez laisser les téléspectateurs sur leur faim. C'est quoi le problème de la vaccination, mais fondamentalement? je suis en train de vous expliquer... Non, on n'a pas compris. Oui, qu'est-ce que la camitologie Je suis en train de vous expliquer. À avoir exactement dans la vaccination. Je suis en train de vous expliquer, chers confrères, que ce sont des vaccins qui ont été faits à la va-vite et qui ne respectent pas la nomenclature. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des vaccins qui ont montré leurs effets au cours du temps. S'il vous plaît, chers confrères, je suis quand même surpris de vous entendre. Oui, oui. Allez-y. Et quand je parle des essais précliniques, ça vous dit rien, chers confrères? Je comprends très bien. Il y a des tests placebos. Mais je suis en train de vous dire... Mais où mettez-vous l'importance de la vaccination que la dose de vaccination a eu? chers confrères, ça vous dit quelque chose? La sécurisation, la molécule... Non, on est très bien, on est très bien d'accord. Avant qu'on parle sur la marge thérapeutique. Où est la marge thérapeutique de ce vaccin? On est très bien d'accord. Vous avez sécurisé la molécule. N'extirpons pas. Moi, je suis médecin investigateur. D'accord. Je vois nulle part, dans Pfizer, rien du tout, que cette molécule a été sécurisée sur les souris. Tout comme dans votre rapport que vous avez lu, vous n'avez pas donné les chiffres des personnes qui ont été vaccinées, mais vous n'avez fait que donner les chiffres des effets indésirables. La question n'est pas seulement des chiffres, s'il vous plaît. Je suis en train de vous dire qu'il y a une molécule... Je préfère qu'on passe dessus. Attendez, je retiens qu'en tant que camitologue, je veux vous dire... Je n'ai pas eu d'argument purement scientifique et médical. Je n'ai eu que de la philosophie. De la philosophie qui tend à décrédibiliser. Je vous parle de plantes médicinales, s'il vous plaît. Quand je vous parle les plantes médicinales ne sont pas l'apanage de quoi? De la médecine dite traditionnelle. Vous avez peur des plantes médicinales, chers confrères? Cuba, vous avez peur de Cuba? Mais non, la plupart... Ils ont le meilleur système de santé au monde. Hein? Alors, mais il n'y a pas que la médecine traditionnelle, entre guillemets, qui fait usage. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Quand l'Italie descend le drapeau de l'Union européenne... Vous l'avez dit déjà. Le drapeau de Cuba. Cuba a le meilleur système de santé au monde, chers confrères. Ça vous ferait peur? Parce qu'ils ont une bonne approche en termes de sécurité sociale et qu'ils ont bonne couverture santé universelle. Voilà, ils ont une bonne couverture santé. C'est pas forcément à cause de l'utilisation des plantes. Encore que ces plantes font partie des médicaments que vous appelez des médicaments chimiques. Johnson & Johnson, les vaccins de Johnson & Pfizer ont été retirés au marché au Canada. Sortons du Covid. À cause de la thrombose, des effets indésirables qui sont graves.
À quelle proportion? Sortez-moi également des études que vous avez menées ici au Cameroun pour nous donner les risques en matière de pharmacovigilance de ce vaccin. Il y en a? Non, le problème... Mais je vous donne des chiffres, s'il vous plaît. Non, vous présentez des chiffres. Mais je vous présente des chiffres également qui ont été donnés par les bases de données européennes, des rapports d'effets indésirables. Mais combien de personnes vaccinées? Mais c'est pas moi qui les produis, vous l'avez ça, s'il vous plaît. Mais oui, mais dans ce rapport, il y a... Allez-y au Canada, on est en train de dire que les gens, il y a plusieurs personnes qui sont vaccinées et qui sont encore contaminées. Mais qu'est-ce que... Il y a une question de Dr Mbolo qui reste en suspens. Il y a une question qui m'intéresse particulièrement. Que fait la médecine dite traditionnelle devant les cas d'urgence? Mais je suis en train de vous dire que la médecine dite traditionnelle, c'est d'abord les plantes. Oui, mais je dis devant les cas d'urgence. C'est une dame qui n'arrive pas à accoucher par les voies basses. César avait imaginé la césarienne. Bien. Bon, on avait imaginé la césarienne sous César, c'est ce que je veux dire. Je vais vous répondre très simplement, pour que les téléspectateurs comprennent. Oui. Un patient qui est asthmatique, qui présente Covid, vous n'allez pas seulement vous focaliser seulement sur Covid, vous allez régler sa question d'asthme. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? La médecine moderne ne veut pas qu'on s'occupe uniquement du Covid. On prend le patient dans sa globalité. C'est ce que je suis en train de dire. Mais justement, ce que je suis en train de vous amener à comprendre, c'est qu'on est en train d'éculter toutes les autres pathologies. Mais non, c'est une situation d'urgence qui emporte sur... Situation d'urgence, un patient qui vient en détresse respiratoire, qui a des antécédents asthmatiques. Vous voulez que je vous donne quoi? Il faut traiter son asthme, donner le salbutamol. Donner les bronchodilatateurs. Des produits chimiques. Non, quand vous entendez, mais je ne vous ai pas dit qu'il faut évacuer complètement la médecine dite conventionnelle, bon sang. C'est ce que je vous dis. Est-ce qu'il y a des solutions de la médecine dite traditionnelle à des cas d'urgence? Bon sang, c'est pas possible. Je sens que monsieur Tonga. Mais vous avez donné des exemples. Vous avez je suis en train. Je vais recommencer. S'il vous plaît. Je recommence. Non, on va pas reprendre. Je recommence. Finalement, attendez, s'il vous plaît. Je recommence. En quelques secondes. Non, ne dis pas secondes. Vous avez parlé. Je suis encore dans votre question. Il faut que je vous réponde. Oui, mais ça fait 2 ou 3 questions. Je vous dis, dans un débat scientifique contradictoire, mais je vais vous répondre. Je suis en train de vous dire la chose suivante. Il pose la question sur les urgences. Je dis, si vous avez un patient qui est asthmatique, qui présente Covid, ou un patient qui est diabétique, ou qui présente une insuffisance cardiaque globale, et qui vient avec Covid, vous allez le prendre de façon globale, la prise en charge intégrale. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'allez pas seulement vous focaliser sur Covid. Alors, s'il présente une détresse respiratoire, mettez-le sous assistance respiratoire. Vive la médecine moderne. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis médecin moderne comme vous, bon sang. C'est ce que moi aussi, je suis médecin moderne comme vous. D'accord. Mais l'OMS demande la fusion. Moi, je travaille pour la fusion entre la médecine dite traditionnelle et la médecine moderne. Il faut la réconciliation. Sortons de l'arrogance de la médecine occidentale et allons vers les plantes médicinales. C'est ce que tu vas vous dire. Sauf que dans votre propos, cher confrère, mais attendez, s'il vous plaît, ne dites pas que je vous coupe. Ne dites pas que vous coupe. Vous, combien de fois avez-vous déjà rencontré Monseigneur Cléda? Je l'ai rencontré pas dans le cadre de la médecine. Je suis catholique. Donc... Et vous n'avez pas appris que Monseigneur Cléda a mis sur pied des molécules pour la prise en charge de patients Covid? Vous n'êtes pas au courant? C'est une lapalissade, c'est bien connu. Ne dis pas bien connu, je dis vous. Docteur Mbolo, en face de moi, est-ce que vous vous êtes déjà rapproché de Monseigneur Cléda pour analyser de façon scientifique ces propositions, parce qu'il s'agit d'une question d'ordre de santé publique? Docteur Mbolo, s'il vous plaît, répondez devant les téléspectateurs. Est-ce que vous, SOS Santé, vous vous êtes rapproché de Monseigneur Cléda? Je pense qu'on veut déplacer le débat. Attention à l'arrogance médicale. Non, il ne s'agit pas d'arrogance. C'est ce qu'on nous a appris à l'école médicale. En tant que Camille, je suis humble. Moi, je vous le dis. J'aurai des séances de travail avec Monseigneur Cléda et tous les autres chercheurs. Donc vous ne l'avez pas encore rencontré? Je viens d'arriver. Ce que je suis en train de vous dire, écoutez, docteur Mbolo, moi je vous dis, en tant que camitologue, je veux rencontrer Monseigneur Cléda et tous les chercheurs, et j'en profite pour dire aux téléspectateurs, toutes les personnes qui maîtrisent la tradition de nos ancêtres au niveau des plantes médicinales, nous allons travailler ensemble. Docteur Pandé est là pour vous. Je suis médecin à part entière et à responsabilité entière. Ça m'engage. Je fais ma part. Docteur Mbolo, vous faites votre part. C'est tout. Nous allons on écoute Docteur Mbolo. On l'écoute. Rodrigue, j'ai l'impression que... Nous parlons de science. Oui, s'il vous plaît. J'ai l'impression que finalement, on a quand même des propos par rapport à ce qu'on a vécu tout au long de l'émission. On a des propos un tout petit peu plus nuancés de l'approche médicale moderne. Donc, ce qui me réjouit. Je tiens à préciser que je ne m'inscris pas ici en tant que défenseur de la médecine moderne. J'ai d'ailleurs, en tant qu'Africain, en tant que Camerounais... Vous donnez l'impression, cher... Non, permettons-le. Écoutons-le, docteur. Très bien. Votre discours, peut-être que dans le fond,
vous dites quelque chose qui finalement peut être très intéressant de mon point de vue, mais tel que vous le présentez, on a l'impression qu'il y a une opposition frontale entre la médecine dite moderne et la médecine traditionnelle. L'équivoque est réglé. Non. Alors j'aimerais préciser quand même que finalement, globalement, tous les téléspectateurs vont certainement retenir qu'il faut tourner le doigt à la médecine moderne parce que c'est l'essence. C'est vous qui le dites, c'est pas ce que moi je dis. Je vous dis ce qui retourne de votre discours en vous écoutant. Peut-être que dans le fond, c'est pas ce que vous voulez dire. Je ne sais pas si les uns et les autres. Ils lisent le livre. Alors, j'ai, en tant que pur produit de la médecine moderne, j'ai pu lire l'histoire de la médecine, j'ai pu voir qu'il y a eu des avancées qui ont réellement permis de faire avancer les choses et qui ont réellement permis de faire, de résoudre certains problèmes. Sur le plan de la chirurgie, on a eu Bill Rhodes en 1881, on a eu le stéthoscope de Laennec, on a eu la microbiologie de Von, ainsi de suite. Donc, alors, maintenant, moi, je voulais édifier... Et avant tout ça, il y a eu Pasteur. Il y a eu Pasteur dans la même lancée. Encore qu'il a cité le papyrus d'Ewin. Je vous parle de Pasteur ici. Oui, vous avez cité les papyrus d'Ewin Smith. Effectivement, là-bas, on pratiquait de la chirurgie et on montrait les effets de telles pratiques et les résultats à court et à long terme. Moi, je suis un peu resté sur ma faim parce que moi, j'ai entendu la camitologie, ça m'a intéressé. De vous à moi, ça m'intéresse. Mais je suis resté sur ma faim parce que j'ai pas immédiatement vu, je pense que c'est le cas de beaucoup de téléspectateurs, j'ai pas immédiatement vu les implications purement médicales de ce courant idéologique dans notre univers, au Cameroun en particulier. On pourrait également s'interroger sur votre identité en tant que Camerounais, votre camerounité, si vous me permettez l'expression, vu que vous semblez... Là, on est encore dans le domaine de la science, cher confrère. Oui, pas purement. Vu que vous semblez... Non, Toute ressemblance avec ivoirité serait plus coïncidence. Voilà. Et donc, finalement, vous citez l'Égypte, vous citez beaucoup de choses, et on reste sur notre faim. On a un débat idéologique, mais au plan purement médical, vous nous présentez le cuivre. Le cuivre, c'est pas le fil à couper le beurre, c'est connu. On a mené des études sur les oligo-éléments à risque de carence, ceux qui ne sont pas à risque de carence. On a le cuivre, on a le zinc, on a bien d'autres choses. Et finalement, je me dis, est-ce que vous êtes ici pour éveiller un peu les consciences des gens sur l'importance d'étudier davantage les solutions endogènes que l'on pourra avoir sur le plan de la santé. Mais merci, cher confrère, enfin. Très bien. Enfin. Et là, on s'entend très bien. Mais enfin. Et je préfère... voilà, non, là, on se comprend très bien. Je pense que c'est plus clair pour la plupart des téléspectateurs pour dire qu'en réalité, la camitologie n'a rien à voir avec... Écoutez, la camitologie n'a rien à voir avec tout ce qu'on se dit. On est bien d'accord que la pratique des plants, la médecine des plantes, la phytothérapie, la médecine empirique ou intuitive que nos mamans et nos papas ont utilisé là n'ont rien à voir avec la camitologie que vous défendez sur ce plateau. C'est votre conclusion. Donc, non, mais si je me trompe, vous pouvez m'aider. Non, pas la mienne, je vais répondre. Alors, vous allez répondre. Et pour finir, je reviens sur la question qui fâche que Rodrigue vous a déjà posée. La place de la médecine traditionnelle dans la pratique des urgences. Un cas pratique très simple. Vous vous levez, vous faites un AVC, je ne vous le souhaite pas. On le souhaite à personne. Vous faites un AVC, vous vous frappez la tête sur le sol, vous avez un trauma crânien sévère, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met le roi des herbes dans les yeux? Est-ce qu'on utilise... excusez-moi pour la caricature, mais clairement, qu'est-ce qu'on fait? En tant que médecin renaissant camitologue, dites-moi. Oh my goodness. Vous connaissez le roi des herbes quand même? Docteur Pandé, vous connaissez le roi des herbes? Je suis content de vous... Ou le panaxia africain. Voilà. Merci pour ce débat, monsieur. Merci, chers confrères. Écoutez, la médecine conventionnelle a une place importante. La médecine conventionnelle est une copie de la médecine kamite. Vous comprenez? À quel niveau? Allons-y par la part. Quand je parle à quel niveau, commençons d'abord par le caducée des médecins. Vous et moi, nous sommes sous le sceau du caducée des médecins. Ce n'est pas tout simplement un symbole. C'est l'arbre de vie des Égyptiens anciens qui a été emprunté. Vous utilisez le microscope au laboratoire. Ce microscope, c'est l'œil d'Horus.
Je vais continuer. Non, si quand je parle des vestiges, je vais vous continuer. Attendez. L'œil de Horus, c'est la mythologie. Vous posez une question, vous voulez pas que je vous donne des réponses. Oui, mais vous ne répondez pas. Vous voulez que je vous donne des éléments sur la camitologie, c'est-à-dire la médecine africaine pharaonique. Les legs de la médecine dite moderne. Je vous renvoie également dans l'ouvrage du professeur Cheikh Anta Diop, Nation en agriculture, dans le chapitre intitulé Contribution de l'Afrique en médecine, en art et en agriculture. Je vous renvoie également, chers confrères. Il n'était pas médecin. Il n'était pas médecin. Évidemment. Mais c'est une question de question. Mais la médecine n'est pas une affaire de médecin. Est-ce que les politiciens sont à l'intérieur? Est-ce que ce sont les médecins qui vont signer les accords? Oui, mais on attend une réponse de médecin. Mais je suis en train de vous donner des réponses. La philosophie n'a que non, mais attendez, j'ai l'impression que vous refusez le débat. On vous dit il y a une situation d'urgence. Mais je vous dis la situation d'urgence. Quelqu'un fait un AVC. Oui, mais est-ce qu'on va sortir l'œil d'Iris? Non, lui, le sait. Non, attendez, non, s'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait? Soyez un peu sérieux. Et l'œil d'Horus a été matérialisé en 1676. Un patient qui présente un accident vasculaire cérébral, n'est-ce pas? Et ces deux étiologies, soit une ischémie, c'est-à-dire une artère ADC cérébrale est bouchée, ou bien c'est l'hémorragie. Dans 90%, c'est l'hémorragie. Alors, il faut faire un scanner cérébral pour poser le diagnostic. Et à ce moment-là, comme je vous dis, dans la prise en charge globale du patient, vous allez régler le problème de l'ischémie, vous allez donner des médicaments, des fluidifiants, des anticoagulants. Vous pouvez le donner. Il y a des léparines, tout cela. Vous comprenez? Des produits pour déboucher. Il y a non, attendez. Mais c'est ce produit chimique, ce que je suis en train de vous dire. Il n'est pas question... Les produits chimiques éprouvés par la médecine moderne et les labos pharmaceutiques. Ouvrez votre esprit, s'il vous plaît, parce que M. Taïou a dit tout à l'heure, ce sont les médecins africains occidentalisés qui font avancer la médecine en Afrique. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette assertion, mais ça n'engage que moi. C'est plus un problème d'état d'esprit. Parce qu'on est complexé. Je suis en train de vous dire, du point de vue un patient qui présente un AVC, la médecine conventionnelle est d'une importance capitale, le scanner est d'une importance capitale, mais je suis en train de dire l'OMS recommande la fusion des deux médecines. Mais ce que je suis en train de vous dire, chers confrères, je me tue à vous expliquer. Peut-être vous voulez expliquer. C'est que, regardez, chers confrères, Cuba est en train de vous donner des exemples. On a bien compris. Vous donner des réponses. Vous voulez que je vous cite ça combien de fois? Posez la question. Est-ce que par exemple, docteur, au lieu d'attendre un AVC et réagir, on peut se dire qu'avec la médecine traditionnelle, entre guillemets, on anticipe sur l'AVC 20 ans avant. Ça fait plusieurs fois que je dis, c'est d'abord la prophylaxie. Oui, mais comment? C'est la prévention d'abord. C'est-à-dire que pour tout ce qui concerne, par exemple, l'AVC, je vais vous donner un secret. Pour éviter les AVC ischémiques, il y a un médecin américain qui a fait un ouvrage intitulé « Le génocide alimentaire ». Et là-dedans, il le dit. Le vinaigre de cidre est d'une importance capitale pour fluidifier le sang. Le vinaigre de cidre est pour le système sanguin l'équivalent du savon, si vous voulez. Il nettoie les radicaux libres dans le sang. Donc j'en profite pour dire aux téléspectateurs, consommez régulièrement du vinaigre de cidre et vous risquez pas d'avoir des AVC ischémiques. Docteur, excusez-moi de m'offusquer un peu de cette déclaration. Non, attendez, s'il vous plaît. Vous faites je suis médecin à part entière et à responsabilité. Est-ce que docteur Mbolo, docteur Mbolo, s'il vous plaît. On donne le vinaigre de cidre aux patients. Docteur Mbolo, est-ce que, en faisant le rapport avec la mécanique, on peut se dire que prévenir un AVC en buvant du liquide, du vinaigre de cidre. Ça fait partie d'une certaine il suffit d'arranger les plaquettes de votre voiture et vous évitez un accident. Mais non, il n'y a pas que ça. Un patient, il y a l'hypertension artérielle, il y a d'autres causes. Vous n'avez pas d'accident. Il faut prendre en charge. Le problème avec ce que le docteur Pandé vient de déclarer, c'est, de mon point de vue, c'est un peu grave. Excusez-moi. Parce que vous donnez une recommandation générale à la population. Parce qu'on est quand même dans un débat public où il y a des millions de personnes qui nous suivent. Surtout beaucoup d'analphabètes. Voilà. Vous donnez une recommandation générale sans prendre en compte les particularités physiologiques de chaque patient. Est-ce que tout le monde doit prendre du vinaigre de cidre? Bien. Il y a des personnes chez qui le vinaigre de cidre peut être absolument contre-indiqué. Et vous le savez très bien. Ceux qui ont des soucis gastriques, par exemple. Non. C'est un produit alcalin. Et bien encore. Non. Ce que je veux dire. Le vinaigre de cidre, je vous ai donné la référence. Il y a des remontées acides. Non. Le vinaigre de cidre est un produit alcalin. Je dis et je répète. Le vinaigre de cidre de pomme, c'est un produit alcalin. Docteur, et je parle. C'est le pH du sang. Docteur Pandé, je parle sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas faire de recommandations aussi générales sans nuancer. Non, mais ce que je suis en train de vous dire... On est bien d'accord. Si on est d'accord avec ça... Je suis en train de vous dire, chers confrères,
Parce qu'il y a les particularités, l'état physiologique de base de tout un chacun qui peut contre-indiquer un produit ou une méthode chez une personne et la promouvoir chez une autre. Et vous le savez très bien. Un diabétique, par exemple, un diabétologue peut prendre Bien entendu, bien entendu. C'est la première indication. Pour tous mes patients diabétiques, ils sont sous vinaigre de cidre pour éviter des accidents thrombotiques. Ce que je suis en train de vous dire, chers confrères, il n'y a pas que le vinaigre de cidre. Il y a plusieurs molécules. D'abord, il faut comprendre, l'état de pathologie, c'est d'abord quoi? Nous, je suis en train de dire, la médecine conventionnelle a procédé à une surmédicalisation des patients. Il ne suffit pas seulement d'attendre le patient dans votre bureau pour lui dire, voilà, étant donné que vous êtes tombé malade, prenez telle molécule. Il faut d'abord investir sur la prévention, la prophylaxie. Donc ça veut dire que quand je parle de la renaissance alimentaire, vous devez contrôler d'abord ce que le patient mange, en amont. C'est-à-dire qu'il faut investir sur l'électromagnétoculture au biofertilisant. Mais la médecine moderne a créé la diététique. Non, le problème, c'est que nous avons, au Cameroun, aujourd'hui, les tomates ou bien les autres produits contiennent beaucoup de produits chimiques. Et vous avez en clinique tout le temps des patients qui vous disent « Docteur, j'ai des problèmes de nerfs, j'ai des problèmes de troubles de sommeil, j'ai des problèmes de libido, tout ceci. » Mais tout cela est lié directement à la consommation des produits chimiques, des aliments contenant des produits chimiques. Ce que je suis en train de vous dire, quand vous avez le bisphénol A, les additifs alimentaires, les perturbateurs endocriniens qui se trouvent dans les aliments. Nous avons l'aspartame. Nous avons plusieurs travaux qui démontrent que l'alimentation est un facteur très dégradant de la santé. On est bien d'accord. Et je tiens à préciser, il y a les habitudes du patient, l'hygiène de vie, il y a énormément de produits. Je n'ai pas besoin de vous préciser tout ça. Que la limite de la nutrition, plus précisément de la nutrition clinique, c'est justement sur le plan épidémiologique, sur le plan biostatistique. On a des recommandations qui peuvent ne pas être avérées, juste parce qu'il y a des phénomènes environnants qui peuvent biaiser les effets. Ça veut dire quoi, M. Rodrigue Tongué? Ça veut dire que si vous consommez, si je vous dis que la tomate qui contient du lycopène est bien pour la fertilité de l'homme, ça ne veut pas forcément dire que c'est une recommandation générale pour tout le monde. Et ça ne veut pas dire que vous êtes en manque de lycopène. Vous pouvez avoir d'autres facteurs environnants. On pourra en reparler après de l'épigénétique et tout. Il y a des facteurs environnants qui peuvent modifier significativement votre physiologie. Et donc, du coup, les recommandations nutritionnelles ne viennent que de façon effectivement préventive et en adjuvant de cette médecine dite pharmaceutique. Mais, il faut le dire, nous avons beaucoup de choses à faire dans notre pays au Cameroun. Nous comptons évidemment sur des personnes comme vous, mais à condition que le discours soit clair pour tout le monde. Monsieur Torre, je ne vais pas être long. S'il vous plaît, donnez-moi, je ne veux pas être long, s'il vous plaît, une précision. La réalisation que dirige Thierry Canton nous indique que le temps est écoulé. Ce que je dois préciser, c'est que nous avons été tous formés à prescrire les molécules de Vidal. C'est-à-dire les molécules, les produits chimiques produits par les compagnies pharmaceutiques occidentales. Si le docteur Ombolo, de SOS Santé, médecin camerounais, peut nous dire devant les téléspectateurs qu'il y a un livre ici au Cameroun et qu'il a dans son bureau, qui donne les protocoles des plantes médicinales, que ce soit des vertus camerounaises, ici au sol camerounais, au tiroir camerounais, qu'il prescrit tous les jours, qu'il le dise clairement devant les téléspectateurs. Est-ce que ça existe, docteur? Vous avez un livre, comme le Vidal, fabriqué par les Français. Vous avez un livre qui vous donne, le professeur Kouman Doumbé 3 dit que 3 cas de plantes médicinales de la planète se trouvent au Cameroun. Donc je vous dis, dites clairement, regardez la caméra et demandez aux téléspectateurs que moi, docteur Ombolo, médecin, président de SOS Santé, j'ai dans mon bureau, d'un côté, SOS Médecin Cameroun. SOS Cameroun, j'ai d'un côté le Vidal et de l'autre côté un livre qui parle de la médecine, la période pharaonique et des recettes avec les papyrus médicaux égyptiens. Dites clairement. On a la réponse. Si vous avez des références, vous avez d'un côté, vous avez le Vidal et de l'autre côté un livre qui vous donne les vertus et les indications des études qui ont été menées sur des plantes médicales au Cameroun. S'il vous plaît, docteur, monsieur Tongué. Merci. Docteur, s'il vous plaît, dites-le clairement devant les téléspectateurs. Est-ce que vous avez deux documents comme ça dans votre bureau? Nous avons la réponse. Nous allons mettre la clé sous le paillasson. Nous avons dépassé largement 2 heures d'émission. Je vous propose de vous reprendre très bientôt pour parler de chémitologie et avec Tayo Kamge.
nous aurons le temps de revenir sur ces aspects-là. J'espère que la discussion pourra se poursuivre sur nos plateformes, Facebook, YouTube et autres. Merci, Dr Mbolo, d'être passé par ici. Merci, chers confrères. Merci, Dr Pandé Théophile, d'avoir accepté de vous prêter au jeu de nos questions. C'est le jeu de la reine. Je vous avais dit, la reine, ce n'est qu'un jeu. On peut en ressortir vivant. La preuve, vous êtes bien vivant. Chers téléspectateurs, retrouvons-nous le mois prochain, parce que dimanche prochain, dernier dimanche du mois, c'est Place à Stratégie, une émission produite par In and Out de Jean-Paul Tchomdo et présentée par notre cher ami Didier Bouga. Je suis perturbé par la réalisation qui me rappelle qu'il faut clôturer l'émission. Eh bien, nous la clôturons. Rendez-vous le mois prochain. Ce sera toujours le Rock et le Rap Interview. Bonsoir. Merci.